génération tapis, c'est l'irruption du cynisme dans le monde de l'entreprise. Aujourd'hui, elle est à son paroxysme, avec les parachutes dorés, etc. À l'époque, écoutez, sur 40 heures de rush, pas une fois, le mot profit a été prononcé. En 77, 78, un très grand patron n'ose pas prononcer le terme profit. D'abord, les syndicats sont très puissants à l'époque, beaucoup plus qu'aujourd'hui. Et il y a une culpabilité autour de cette question du profit qui est telle que quelque chose peut-être encore de judéo-chrétien, comme ça, on ne parle pas de profit. On fait des circonvolutions pour dire les choses. Et ces mots-là, on ne les emploie pas. Et c'est très frappant quand on visionne l'ensemble du film. Peut-être une dernière chose, avant de passer à la suite. Moi, je voudrais dire quelque chose que j'ai appris en tournant ce film sur le montage, sur le sens, sur le montage. Je l'ai dit, on avait 40 heures de film. Et donc, avant d'aller dans une salle de montage et de commencer à visionner et à voir, on a décidé de travailler sur papier. On a retranscrit les 40 heures d'entretien, et avec Mordia, on a pris des ciseaux et de la colle, et on n'avait pas d'ordinateur, et ça aurait été beaucoup plus vite, et on a fait une sorte de travail de montage sur papier, en nous basant sur ce qui nous semblait être la logique, une continuité logique. On est arrivé à quelque chose dont on s'est dit, voilà, c'est cohérent, c'est très bien, etc. Et ensuite, on est rentré dans une salle de montage et on a essayé de conformer notre montage virtuel on a essayé de conformer les images à ce montage sur papier. Ça ne marchait pas. Ça ne marchait pas du tout. On avait oublié l'essentiel, à savoir que le montage, c'est pas seulement du sens, c'est pas seulement sur le sens, mais c'est aussi et tout autant de la musique des mots, les intonations, la façon de parler, le rythme de la parole, les timbres de voix, les gestes, les physiques. C'est tout ça. C'est tout ça qui compte et qui fait que quelque chose va pouvoir se construire dans la fluidité. Et pas seulement le sens. Et pour moi, ça a été une révélation, une leçon. J'ai appris ça d'une façon très, très, très nette à ce moment-là. Voilà. Mais moi, je voulais te poser une question, parce qu'en fait, ce film pose la question de l'engagement. C'est pas vraiment un film militant, mais c'est quand même un film très politique, de pensée politique, de réflexion politique. Et là, tu donnes la parole aux gens, et plus tard, dans l'exercice de ton métier, tu as rarement donné la parole aux gens, ou bien alors tu les filmes en action, dans une activité, mais tu n'as pratiquement plus jamais fait un film sur la parole. Alors, première question. Et deuxième question, comment a évolué ton engagement vis-à-vis du documentaire? Bon, faire un film, c'est politique, tout le monde le sait, mais il y a des nuances dans l'engagement des cinéastes. Je voudrais que tu nous parles de ça. Alors, c'est pas tout à fait vrai, parce que, par exemple, le Pays des sourds est un film dans lequel tous mes personnages, j'allais dire, nous parlent, entre guillemets, ils nous parlent en langue des signes, mais ils nous parlent, ils nous racontent des choses, ils nous racontent des choses de leur vie, des difficultés qu'ils rencontrent, de l'exclusion dont ils sont les victimes souvent, parce qu'on les prend souvent, comme ils parlent mal oralement, on les prend souvent pour des crétins, etc. Et donc il y a quand même beaucoup ici ou là, dans la moindre des choses aussi, il y a des petites conversations, c'est pas des interviews, mais il y a des moments de conversation entre eux et moi, et on entend d'ailleurs quelquefois ma voix, puisqu'on se parle. Mais disons que, pour prendre ta question, je vais par la suite me tourner vers...
je vais déjà filmer des gens pour qui j'ai plus d'empathie, on va dire. Hein, je crois qu'il y a une forme de rupture, puisque je vais aller vers des gens pour qui j'ai plus d'empathie, en même temps une forme de continuité, parce que je crois que tous mes films presque tournent autour du langage, tournent autour de ces questions de langage. Le pays des sourds et la langue gestuelle, la langue des signes, la moindre des choses, et la parole des gens qui sont à la clinique psychiatrique de la Borde, une parole quelquefois désarticulée ou absente, ou très lunaire, ou très difficile. C'est encore le cas, bien sûr, avec Être et Avoir et l'apprentissage de lire, d'écrire, etc. C'est encore le cas dans Retour en Normandie, puisqu'on va rencontrer une femme aphasique, une autre qui a des grandes difficultés de langage suite à une maladie dégénérative, enfin, la parole de Pierre Rivière, bref. Tous mes films tournent autour d'une façon sans doute un tout petit peu inconsciente. Oui, mais en situation, c'est très différent. C'est pas sur le principe de l'interview, de questionnement, mais c'est toujours en situation. J'ai l'impression que tu donnes autant la parole au corps qu'à la voix, à tous ces gens-là. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. C'est pas particulièrement leur discours qui t'intéresse, c'est ce qu'ils sont et ce qu'ils font. Et voilà, par rapport à la fameuse phrase de René Alliot, qu'il faut laisser une trace de ceux qui n'ont pas la parole, justement. C'est pour ça que je te posais la question. Oui, c'est vrai que la voix de son maître, c'est un film sur le discours, pas sur les patrons, mais sur le discours patronal, sur la manière dont le patronat se parle, se raconte, se légitime. Alors, moi j'aimerais bien, pour qu'on avance un petit peu, qu'on aborde... Parce qu'il y a encore du chemin. Voilà, il y a du chemin à faire, il faut grimper en haut. Alors, on ne va pas montrer les films de Montag, mais parce que Nicolas Philibert a réalisé plusieurs films, notamment avec Christophe Profit. Non, mais j'aimerais en dire quelque chose. Voilà, j'en étais sûr. Mais pendant ce temps-là, je fais une discrète allusion à Didier, si vous voulez bien, quel est le DVD de La moindre des choses, si tu en es d'accord, chapitre 6 et 7, début du chapitre 6. Merci. Alors, pour rester dans une petite chronologie, j'ai quand même envie de dire que après ce premier film, après ce coup d'essai, on va dire ça comme ça, et cette censure qui va frapper la version... Il y aura une version télé donc, de 3 heures, je vous l'ai dit, qui sera censurée. Je vais passer à peu près 5 ou 6 ans sans faire de film. Je vais écrire des projets, un projet de fiction qui n'aboutira pas, un livre. Ça sera la seule fois dans ma vie producteur d'un film. Enfin, je vais faire beaucoup de choses, mais aucun de mes projets ne va aboutir. Et ça sera des années, je dirais, assez difficiles, mais dont je ne tire qui n'ont engendré aucune aigreur. Voilà, au fond, j'ai grandi avec, en cinéma, si je peux dire, ayant grandi avec Alliot, j'ai vu quelqu'un qui, toute sa vie, a dû faire comme si c'était le premier film, parce qu'il n'a jamais eu mis à part son tout premier, tous les autres ont été des échecs. C'est quelqu'un que j'ai vu, film après film, essayer de se battre pour travailler, pour avancer. Et au fond, si j'ai retenu une chose de René Alliot, je vais la dire. Parce que c'est que la liberté artistique, c'est quelque chose qui n'est jamais donné pour toujours et qu'il faut perpétuellement conquérir et reconquérir. Et j'ai grandi à l'aune de cet exemple-là. Et donc, voilà, j'ai passé 5-6 ans sans arriver à faire un deuxième film. Et puis voilà que, un jour, je le dis avec d'autant plus de plaisir qu'il est là, il est là-haut, Laurent Chevalier. Laurent Chevalier est venu sonner à ma porte. Laurent avait fait déjà beaucoup de films, lui,
d'aventure, de montagne, d'expédition, etc. Et il avait été sollicité par Christophe Profit, un alpiniste, pour faire un film une face ouest de 1000 mètres de haut. Imaginez 3 tours Eiffel empilées, pour vous donner une idée de la hauteur d'une paroi. Il s'agissait de filmer l'exploit d'un jeune alpiniste extraordinairement rapide et brillant, qui allait grimper sans corde cette immense face. Et Laurent avait plutôt accepté ce projet, mais voilà qu'un projet personnel à lui, sur le portrait d'un Sherpa au Pakistan, allait tout d'un coup pouvoir se faire. Et donc Laurent est venu me voir en me disant, voilà, j'ai un projet, on m'a proposé quelque chose, je ne vais pas pouvoir le faire parce que j'ai un projet personnel, est-ce que tu serais partant pour me remplacer? Je viendrai faire l'image le moment venu, mais j'ai pas le temps de préparer le film, etc. Tu vas être le réalisateur, je serai l'opérateur. Voilà. Après 3 nuits blanches plus tard, parce que j'avais une trouille terrible à l'idée de me propulser dans cette paroi vertigineuse, et quelques discussions avec Laurent, j'ai accepté de faire ce film qui s'appelle Christophe, ce film de montagne, qui n'est pas un film aussi personnel que ceux que je ferai après, qui était un peu une commande venant de l'alpiniste, mais que dire en un mot? Après 6 années sans tourner, j'allais dire j'étais prêt à faire n'importe quoi, pas tout à fait, j'étais pas prêt à perdre mon âme, mais j'étais prêt à franchir les plus hautes montagnes pour reconquérir le droit de faire du cinéma. Je dois ça à Laurent, et ça tombe bien que tu sois là, Laurent, parce que je ne l'ai jamais dit comme ça, mais voilà, c'est... Merci. Justement, tu évoquais la notion de commande. Alors, il y a quelque chose dans toute cette nouvelle phase de ton travail qui va s'articuler, me semble-t-il, autour de 3 mots, qui sont la commande, la rencontre et le plaisir. C'est-à-dire soit des commandes officielles, soit des commandes officielles mais que tu vas détourner, comme tu l'expliquais ce matin à propos de la Ville Louvre, hein, c'est-à-dire un beat, tu mets une journée, et puis toi tu t'incrustes, et puis finalement tu vas voir on pourrait dire officieuse, c'est-à-dire les demandes suscitées. Donc, c'est le cas de ce tournage que tu as fait donc, à la clinique Laborde, où c'est des gens qui travaillaient là-bas, des gens que tu connaissais, qui t'ont suggéré de faire un film. Idée d'ailleurs à laquelle tu as résisté pendant un certain temps. Et puis finalement, tu as rencontré Jean Houry, le médecin-chef, le psychiatre en chef de cette clinique, qui a une pratique psychiatrique singulière. Et donc finalement ça te décide à te lancer dans ce projet. Donc, je ne voudrais pas en dire peut-être trop avant, on va peut-être regarder, si vous êtes d'accord, on regarde l'extrait, et puis... Ici, on se retrouve dans... Voilà, bon.
Il n'y a pas la mer, mais l'accueil a quand même été chaleureux. C'est bien de partir, mais de venir, ce n'est pas mal non plus. Et vous signez? Il faut trouver une petite place aussi. Voilà. Où est-ce qu'on pourrait le mettre? Où t'en es ton dessin, Pas trop. J'abouche trop. Elle bouge trop, hein? Non, comme ça. Et en arrière. De son côté, de son côté. Ça, c'est Son côté. Baissez son tête. La tête. Ce côté, baissez. Et un peu comme ça. Non. Quand j'écrivais, quoi. Là, comme ça, voilà, comme ça. Si elle va Comme ça. Oui, ça. Il y en a pour combien de temps? Une heure. Une heure? Ah non, non. Vous voulez pas? Vous m'avez en tête. Excusez-moi, comme ça la tête. Non. Le côté, comme ça. Là, et comme ça. Non, comme ça la tête. Voilà. Pardon. Comme ça. Sophie, c'est pas évident. Ah oui, mais non, t'es très exigeante, hein, Sophie. Imagine. Non, non. Comme ça, voilà. Ah! Comme ça, un peu plus en arrière. Je prends mon café. Tu me dessines en me donnant mon café. D'accord. Baissez vos têtes. Non, là, comme ça, voilà. Comme ça, un peu plus là, comme ça, avant. Non, c'est à droite, tout droite. À droite, tout droite. Ouais, à droite, droite. Et gauche, comme ça. Comme ça. La tête, comme ça. Voilà. Et puis, voilà. Là, voilà. Tout la tête. Voilà. Mais c'est ça. Voilà, comme ça. Sophie! Comme ça. Je suis désolée, excusez-moi. C'est comme ça, vous avez comme ça. C'est comme ça, si vous voulez être dessinée. Attendez, je vais vite. Oui, tu fais approximativement, tu fais stylisé, quoi. Parce que je ne peux pas rester là comme ça. Tu dessines pas les lunettes, je vais pas tes lunettes. Détrompez-moi. Arrête. Tu veux faire tailler la barbe? Ou les oreilles en pointe? Ou les oreilles en pointe. Les oreilles en pointe. Mais non, les oreillons. Les oreilles. Ah, les oreillons. Moi, je veux bien essayer de tailler la barbe. Ça gratte, hein? Non, ça gratte pas. Ne bouge pas parce que je vais couper. Allez, hop. Tu lèves la tête. Lève la bouche, ça va tomber dedans. Ah, dégueulasse. Dégueulasse. Mon pauvre. Derrière, il y a un tien à l'envers. Mon pauvre. Ton pouf. Oui, j'ai un pouf. Faut s'asseoir. Bah, pas grand rêve. Ah, tu fais mal, j'ai pas coupé la barbe. Ouais, j'essaye. Avec un truc comme ça. Je suis un pauvre apprenti. Bon, ça c'est fait.
grave. Parce que, Bah non, parce que attends, je perds les 100 là. C'est le salaud, moi. C'est bon, monsieur Pain. Monsieur Pain? C'est qui Monsieur Pain? Bah attends, je fais le reste de la moustache parce que sinon tu vas avoir une moustache courte et une moustache longue. Bon, bah moi je fais de moi, désolé. Pourquoi? Désolé, hein, va voir. Moi je cherche plus beau, non. Mais non, t'as assis de toute façon. Bah là tu bouges pas. Ce Figaro, comprenez. Non, mais le Figaro. Le Figaro? Bah oui, Le journal? le journal. Je sais pas si... Non, je crois pas qu'on ait ça ici. Ah, bah celui-là, c'est ton normal. Ah, les crêtes, c'est pas con. Et là, au paradis, tout le monde Là, à droite, tu comprends. Là, c'est tout le monde. Il aurait fallu se limiter peut-être que la façade juste là. Parce que là, il a fait la remontée de chevelure, puis là, tout à coup, ça refait ça sur la gauche. Non, c'est pas mal, Sophie. Si tu mets tes yeux plus par là, tes yeux ils peuvent pas être face, hein, puisque si tu la prises comme ça, tes yeux ils sont pas. Tu vois? Ton nez il est où? Bah, j'ai mal ici. Bah, tu peux le refaire, ton nez il est là. Ça fait un portrait à l'analyse. Et toi, tu veux? Je sais pas quoi, l'application. Tu continues? J'ai peur de me dérater. Mais si tu continues, tu vas pas pouvoir encore le rater, puisque tu le rates. Donc tu continues. T'essayes un peu? C'est ça. Vous voulez bien qu'on fasse? Hein? Vous voulez qu'on fasse? Mais... Le jeu noir, maintenant. Vous voulez pas? Et je le filme. Ben, tu peux. J'ai longtemps résisté à cette idée parce que j'avais de très profonds scrupules. Il est question de la même chose. Hein. J'avais de très profonds scrupules à l'idée de venir faire un film dans un lieu où les gens qui sont là, au fond, viennent pour qu'on leur foute la paix. On les y envoie, ou on les y accepte, ou ils sont là en tout cas pour qu'on leur foute la paix, parce que ça ne va pas, parce qu'ils sont... Et la souffrance n'est pas un spectacle. Et donc j'ai résisté longtemps, mais les amis qui sont des gens qui ont travaillé là, qui connaissent bien cet endroit, ont insisté. Ils ont insisté pendant des mois. Et pendant des mois, je me suis dérobé. Je me disais non, je ne veux pas, j'ai des scrupules, j'ai des réserves, des réticences profondes, c'est un lieu de souffrance. Qu'est-ce que ça veut dire que d'aller braquer une caméra sur des gens qui ne vont pas bien? Jusqu'au jour où ils ont insisté tant et tant que j'ai fini par y aller pour voir un week-end. On a prévenu le directeur de mon arrivée, il a tenu à me recevoir, et en gros il m'a accueilli en me disant: alors vous venez faire un film ici? Non, j'en sais rien, c'est beaucoup trop tôt. Et le voilà qui commence à m'expliquer un peu les fondements sur lesquels repose cet endroit, qui est un lieu assez singulier dans le paysage de la psychiatrie en France. C'est un lieu très particulier.
Mais au bout de 2 phrases, je l'arrête. Je lui dis, monsieur, ne m'expliquez rien, je ne veux rien savoir. Et peut-être je reviendrai un peu là-dessus. D'ailleurs, on parlait ensemble hier avec Simone d'un autre cinéaste qui affirme souvent, comme je le fais moi, ne pas vouloir préparer. Et Simone disait, mais est-ce que c'est pas, au fond, est-ce que c'est pas de la coquetterie de dire je prépare pas mes films? Alors je vais vous expliquer. J'ai dit à Jean Houry, hier avec Simone, d'un autre cinéaste, qui affirme souvent, comme je le fais moi, ne pas vouloir préparer. Et Simone disait, mais est-ce que c'est pas, au fond, est-ce que c'est pas de la coquetterie de dire je prépare pas mes films? Alors je vais vous expliquer. J'ai dit à Jean Houry, je ne veux rien savoir, parce que je préfère, et je dis souvent, même, je le formule comme ça, moins j'en sais, mieux je me porte, quand je commence un film. Autrement dit, je ne me documente pas, ça peut arriver dans certains cas précis, mais la plupart du temps, je ne cherche pas à me documenter, c'est-à-dire à engranger des connaissances livresques ou quelles qu'elles soient, qu'il s'agira ensuite de reproduire dans le film. L'exemple du Pays des Sourds. Avant de faire le Pays des Sourds, j'aurais pu aller voir les médecins, les spécialistes, les ORL, les historiens, les psychologues spécialisés, les travailleurs sociaux, etc. Tous ceux qui ont un savoir sur le monde des sourds et qui m'auraient instruit. Mais je pense que si j'avais engrangé ces connaissances, je serais allé, au fond, à la rencontre des sourds, d'une certaine manière, pour vérifier le bien fondé de ce que j'aurais pu apprendre au préalable. Et c'est pas comme ça que j'aime fonctionner. Je préfère aller voir les sourds, dans le cas précis, et apprendre des choses directement par leur... En ayant quand même, excuse-moi de t'interrompre, en ayant quand même pris soin de t'initier au B.A.B.A., je ne sais pas si ça se dit, de la langue des signes. Non. Ce qui n'est pas la même chose. Enfin, disons, non, le désir de faire le film, au moment où je décide de faire le film, je vais, en effet, m'inscrire à un cours de langue des signes pour m'initier à cette langue. Oui, c'est pas du tout la même chose. Et je refuse l'apport ou l'aide d'un interprète. Parce que si vous allez voir des sourds avec un interprète, déjà, c'est l'interprète qui va s'adresser au sourd, et le sourd lit avec ses yeux, qui communique avec son regard, il ne vous regardera jamais, il regardera l'interprète par qui vous passez pour, etc. Donc j'ai décidé qu'il n'était pas question d'aller chez eux avec un interprète, mais qu'il valait mieux que j'apprenne les rudiments de cette langue, et c'est d'ailleurs la raison qui a fait que tous ces gens m'ont ouvert leurs portes. Je faisais l'effort d'apprendre leur langage pour aller vers eux, et ils m'ont accueilli. Bref, retour à la clinique de la Borde. Monsieur, ne m'expliquez rien, je ne veux rien savoir. Donc le voilà un peu dérouté, mais il en a vu d'autres. Et